commencer, qu'est-ce que l'ANACRE? Alors l'ANACRE, c'est une association, ça veut dire Association nationale des anciens combattants et résistants. Au départ, c'était une association qui a été créée en 1946 et qui est une association apolitique et sans concept religieux ni rien. Donc, parmi les grands chefs prestigieux, il y a eu notamment Chaban-Delmas, qui a été le président de l'ANACRE. Chaban-Delmas, qui est un ancien Premier ministre, qui a été aussi un des libérateurs de Paris et ancien maire de Bordeaux. Alors, le problème, qui n'en est pas un, d'ailleurs, qui est une évidence, c'est que la loi biologique fait que, malheureusement, les anciens combattants et résistants, il y en a de moins en moins, pour ne pas dire pratiquement plus. Et donc, dans sa grande sagesse, le conseil d'administration de l'ANACRE a décidé de créer une association des amis de l'ANACRE. Et au début, c'était deux associations qui fonctionnaient d'une façon parallèle. Et au congrès de Limoges, il y a 3 ans, ils ont décidé de fusionner les deux associations et d'avoir, autant que faire se peut, un président. Donc, on est regroupé par département. Dans chaque département, il y a une association départementale de cette association nationale. Et dans chaque département, autant que faire se peut, il y a une présidence qui est double. C'est-à-dire, il y a une présidence d'anciens combattants ou résistants et en même temps une présidence des amis, de façon à ce que personne prenne le pas sur l'autre. Il n'est pas question qu'on s'attribue des vertus guerrières que, vu notre âge, on n'a pas pu avoir. Donc moi, dans cette association, je suis le vice-président et je suis responsable de la commission projet. Donc vous voulez peut-être un petit peu qu'on parle des objectifs de l'ANACRE? Oui. Voilà, donc j'ai sorti, je ne les connais pas par cœur, mais voilà. Le dernier congrès qui a eu lieu à Brive au mois d'octobre a rappelé la raison d'être de l'ANACRE. La raison d'être de l'ANACRE, c'est un besoin de mémoire et de vigilance et un travail de mémoire et d'histoire. Ça, c'est notre raison d'être. Donc pour cela, elle affirme la nécessité d'un enseignement renforcé de l'histoire de la résistance qui a tendance un petit peu à disparaître des programmes de l'histoire, pérenniser le concours national de la résistance et de la déportation dans les collèges et lycées, et le fait du hasard a fait que, je ne sais pas si vous avez regardé hier Drucker, moi je ne l'ai pas regardé mais on m'a téléphoné, il y a un film qui va sortir la semaine prochaine, un film avec Ariane Ascaride, qui traite justement de ce programme du concours national de la résistance. Est-ce que vous en avez déjà entendu parler? C'est quoi le titre du film? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais vous tapez sur Internet Ariane Ascaride et son dernier film et vous allez la voir. D'accord. Le concours de la résistance, c'est un concours qui a lieu chaque année au niveau national, mais décliné au niveau départemental, sur un thème donné. Il y a quelques années, c'était par exemple le travail dans les camps. Ça a été la création artistique dans les camps. Ça a été le rôle des femmes dans la résistance. Donc c'est un travail de collectage, de recherche, d'écoute, et l'ANACRE, elle est tout à fait partie prenante pour aider, en compagnonnage avec les élèves. Et donc, chaque année, il y a un petit jury qui se réunit et qui distingue les travaux les plus remarquables. Et ces travaux les plus remarquables montent à Paris. Et là aussi, il y a un nouveau petit jury. Et il y a un prix national chaque année qui est conséquent. Donc, suivant la richesse du concours national de la résistance, ça peut être des livres, jusque pour les plus fortunés, aller faire un voyage, par exemple, à Auschwitz ou des choses comme ça. Donc c'est quand même assez conséquent. Donc le deuxième point, donc ça c'est un petit peu au niveau qui vous concerne un petit peu tous,
Deuxièmement, c'est rester vigilant face à la résurgence du fascisme. Donc ça, c'est dans la mesure où la résistance s'est levée contre un régime, contre des régimes fascistes, aussi bien en France qu'en Roumanie, qu'en Tchécoslovaquie, enfin tous ces pays qui étaient sous la coupe du régime hitlériste, on est relativement inquiet et surtout très vigilant par rapport à certains propos. Donc notre association peut porter plainte quand il y a des faits avérés justement contre cet état de choses-là. Par exemple, ce qu'on appelle le négationnisme. Est-ce que vous en avez entendu parler ? Négationnisme, donc voilà. Donc si par exemple il y a quelqu'un en public, pas en privé, en public, qui tient des propos en disant que finalement, les chambres à gaz finalement c'était uniquement pour tuer l'époux, l'ANACRE va se porter partie civile au tribunal pour faire condamner l'auteur de ces mots. Voilà. Et après, il y a des petits distinguos, c'est par exemple expliquer en quoi la relève et le service du travail obligatoire sont des choses différentes. Vous savez un petit peu ce que c'est que la relève et le STO ? La relève, c'était quelque chose qui avait été demandé par Pétain au niveau des armistices, qui consistait à ce que un travailleur français aille en Allemagne, non, 3 travailleurs français aillent en Allemagne et libèrent un prisonnier français. Donc c'était un petit peu, ça a été un fiasco total. Et le STO, c'était pour les gens qui étaient nés entre 1920 et 1922, c'était obligation d'aller travailler en Allemagne. Et ce qui aurait dû être une force pour l'État allemand, s'est retrouvé être une de ses grandes faiblesses, dans la mesure où ces jeunes qui ne voulaient pas partir en Allemagne, leur seul échappatoire, c'était quoi ? C'était la résistance. Et à partir de 1942, la résistance s'est trouvée gonflée avec des gens qui n'avaient pas forcément une idée d'être un héros, de vouloir délivrer, mais tout simplement ne pas partir en Allemagne et échapper à... Et à partir de là, donc, on en a fait des maquis qui ont donné le résultat qu'on connaît, à savoir une partie de la délivrance de la France qui s'est fait par les forces françaises de l'intérieur. Voilà, donc... et notre dernier point, après il y a d'autres choses, mais je vais être relativement succinct, c'est quand même pas à mon avis le but le plus important, c'est la commémoration de la journée nationale de la résistance le 27 mai. Ça c'est quelque chose que nous avons depuis le début demandé et nous l'avons obtenu l'an dernier, enfin il y a 2 ans exactement à l'Assemblée nationale, et la première commémoration officielle de la journée nationale de résistance s'est faite l'an dernier le 27 mai et a donné lieu à Auch à une soirée organisée par l'ANACRE qui a traité des 3 grands faits de résistance dans le Gers, à savoir la libération d'Auch, le maquis de Meillan et les combats de l'Isjourdain, les combats de l'Isjourdain étant la conséquence de la libération de la ville d'Auch. Voilà un petit peu résumé ce qu'est l'ANACRE. Donc il est bien entendu que toutes les bonnes volontés sont bonnes à prendre. C'est aussi l'occasion de faire des appels s'il y a des gens qui veulent se sentir intéressés. C'est une façon d'aborder l'histoire de notre génération par un biais qui est quand même relativement intéressant, puisque on fait parler des gens qui ont été témoins à un degré ou à un autre de ce qui s'est passé. Oui. Pourquoi la commémoration, elle se fait le 27 mai ? Alors le 27 mai, c'est une très bonne question. C'est le jour de la création du CNR. CNR, Conseil national de la résistance, qui est l'acte fédérateur où tous les mouvements de résistance qui avant existaient un petit peu, mais chacun dans son côté, avec différentes obédiences politiques, religieuses, syndicales, c'était quelque chose d'un petit peu informel. Et le rôle de Jean Moulin, vous avez entendu tous parler de Jean Moulin. Oui. Donc le rôle de Jean Moulin, qui a été envoyé par le général de Gaulle, ça a été effectivement de rassembler justement toutes ces obédiences résistantes sous un même chef, et qui avait aussi pour but de reconnaître le général de Gaulle comme étant le chef de la résistance. Et le général de Gaulle était quand même quelqu'un d'assez visionnaire, et il savait qu'il avait
par ce biais-là, la reconnaissance officielle du peuple français, ce qui a évité, je ne sais pas si on va un petit peu déborder, mais enfin c'est important de le dire, une fois que le débarquement a été fait, les Américains, même si c'est des gens très généreux, c'est aussi des gens qui ont des vues politiques. Et ce que les Américains voulaient, c'était faire de la France un sous-État américain. Et donc, finalement, le général de Gaulle, parce qu'il y a eu le CNR, parce qu'il y a eu les résistants, parce qu'il y a eu le peuple français qui s'est levé, s'est senti obligé de dire aux Américains, vous ne pouvez pas le faire, la France s'est libérée grâce aux Américains, c'est un fait, mais aussi, surtout, grâce aux Français. Donc c'est pour ça qu'on tient absolument à ce que le 27 mai soit une date importante. Pour nous, c'est là où tous les différents mouvements se sont réunis en un seul. D'ailleurs, ce CNR a été fatal à Jean Moulin, puisque 15 jours ou 3 semaines après, il a été dénoncé et arrêté, torturé, et il est mort dans le train qui l'emmenait en Allemagne. Voilà. Donc j'ai peut-être été... Je ne sais pas combien de temps je peux... par rapport à chaque question, s'il y a une butée... On va décider en maximum une demi-heure par équipe de questions. Andrea va avoir une autre série de questions à poser. D'accord. Donc il faut que j'accélère peut-être alors. Pour l'instant, ça va. D'accord. Dans les temps. En tout cas, déjà, je trouve que les élèves ont déjà beaucoup d'éléments. D'accord. Et l'interaction fonctionne. Comment vous expliquez votre implication dans cette association? Ah, c'est une question qu'on m'a quelquefois posée. Et j'ai été... Je ne peux pas dire que je sois en mesure d'y répondre d'une façon satisfaisante. Et je me suis quand même, comme vous allez me poser la question, j'ai essayé un petit peu de creuser. Et comme toujours, l'enfance et l'adolescence ont un rôle important dans la structuration d'un individu. Il se trouve que moi, ma grand-mère habitait en Haute-Auvergne, qui ressemblait un petit peu comme le Maquis de Meillan, vous voyez, des petits villages, des forêts, des choses comme ça. Et elle m'a toujours raconté, elle qui était agricultrice, une toute petite agricultrice, elle devait avoir 4 hectares, donc elle vivait vraiment en autarcie. Et elle disait, elle, que contrairement à ce que les gens pensent, les agriculteurs dans ce coin-là, tout au moins, étaient des gens qui sont morts de faim pratiquement toute la guerre, parce que d'un côté, il y avait la milice qui se payait sur la bête. Quand c'était pas la milice, c'était les soldats allemands qui venaient faire des razzias, faire des raids, des choses comme ça, ils en profitaient pour... Et les troisièmes, c'était les résistants qui avaient besoin de nourriture, et il y avait une espèce d'impôt de la résistance dont les gens s'acquittaient d'ailleurs plus ou moins agréablement ou facilement, suivant ce qu'ils avaient chez eux. Mais bon... Dans le département du Gers, il y a même des bandes de voleurs qui, pendant la guerre, se sont fait passer bien sûr. Pour des résistants, oui. Pour extorquer de la nourriture Tout à fait. aux agriculteurs. Oui, oui. Enfin, je ne l'ai pas cité ce cas-là parce que l'endroit où elle était, je veux dire, tout le monde savait tout, chacun se connaissait. Donc, effectivement, ces bandes de soudards, là, c'était plus difficile. Mais vous avez absolument raison. Mais bon, c'était quand même un petit peu à la marge. Hein. Voilà. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, j'ai fait mes études en lycée dans une ville qui s'appelle Moulins, dans l'Allier, qui est la préfecture de l'Allier, et dont la sous-préfecture a un nom qui dit quelque chose pour les gens qui s'intéressent à la résistance, Vichy. Et à Moulins, il y avait ce qu'on appelle la ligne de démarcation, qui était sur un pont qui existe, qui a été construit difficilement d'ailleurs, parce que le régime de l'Allier est un régime... au départ tout au moins très très impétueux, il changeait relativement souvent de lit, et Louis XIV qui un jour a tapé du poing en disant c'est pas normal, et donc il a fait envoyer un de ses meilleurs architectes ingénieurs, et ils ont construit un pont qui est costaud, qui fait d'ailleurs un petit peu quand on parle de Moulins, on cite le pont de cet ingénieur qui s'appelle Rechemorte. Et donc à l'entrée du pont, il y avait avant la Révolution ce qu'on appelait l'octroi. L'octroi était resté, c'était un bâtiment en pierre, très beau d'ailleurs, de la même catégorie que le pont, un ensemble. Et les Allemands, quand ils sont arrivés, ils ont occupé l'octroi et ils ont mis les barrières, les choses comme ça. Et donc, moi j'avais des copains qui habitaient de l'autre côté
de l'Allier, donc en zone libre. Moi j'habitais, mais là où j'habitais mes parents, c'était la zone occupée. Et quand j'allais chez eux, je passais régulièrement devant cet octroi. Et puis bon, à partir de là, ça m'a un peu interrogé. Et il y a eu, quand je suis allé en seconde et en première, il y a eu une avocate qui venait chaque année parler un petit peu de ce qu'elle avait vécu. Et c'était une avocate qui avait été jeune résistante, très jeune, et qui avait été enfermée dans le château des ducs de Bourbon qui sont la branche qui a permis d'avoir la royauté de Louis XIV. Donc un château qui datait du XIVe siècle, et dans lequel il y avait les fameuses cellules de Louis XI. Je ne sais pas si vous vous rappelez ces fameuses cellules où on ne pouvait être ni debout, ni assis, ni couché, et les prisonniers étaient enfermés là-dedans, dans le noir le plus total, en attendant d'être interrogés et partir pour un destin qu'ils ne connaissaient pas. Je pense qu'à la limite, il valait mieux, ça a pu atténuer un petit peu les souffrances qu'ils enduraient. Et à Moulins, une des caractéristiques, c'est qu'il y a ce qu'on appelle un jacquemart. Le jacquemart, c'est un beffroi qui date du Moyen-Âge, et sur lequel tournent 4 personnages, le père, la mère et les 2 enfants. Le père sonne les heures, le fils sonne le quart, la mère sonne la demi, et la fille sonne les 3/4. Et ça a été très important pour les résistants. C'est ce qu'elle nous disait, que quand on est enfermé, quand on n'a pas la notion du jour, la notion de l'heure, c'est quelque chose d'important. On est réglé, ce qu'on appelle le cercle circassien, on est réglé par l'alternance du jour et de la nuit. À Moulins, le fait que ce jacquemart sonne les heures, les quarts et ainsi de suite, ça permettait aux prisonniers d'avoir la notion du temps qui s'écoulait. Donc et à partir de là, je veux dire que ça c'est rentré un petit peu comme ça en moi, j'en ai fait, et puis je l'ai un peu oublié. Et puis il y a quelques années, à la bibliothèque est venue une résistante qui a fait un récit sur sa vie. Et à la fin, le président de l'ANACRE a lancé ce que je viens de faire maintenant, un appel aux bonnes volontés en disant voilà, ceux qui veulent adhérer, on a besoin de bonne volonté. J'ai fait partie de cela. Donc depuis 10 ans, je suis à l'ANACRE et je me suis énormément investi parce que je trouve qu'il y a des choses intéressantes. C'est une période qui peut nous faire poser la question. Je me la pose sans avoir de réponse. Je pense que personne n'est capable de l'avoir, à savoir, j'aurais eu 18 ou 20 ans en 1942 ou 43, qu'est-ce que j'aurais fait? Je suis, moi, incapable de le dire. Je pense que essayer de réfléchir, on ne peut pas faire, ça porte un nom, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, faire de l'histoire en disant si ça n'avait pas existé ou si ça avait... Oui, c'est ça. Voilà, donc c'est un petit peu pour ça que je me suis intéressé à ça. Ça m'a rappelé un petit peu mon adolescence, où j'étais un petit peu resté sur ma faim, parce qu'une fois que cette femme, qui était admirable au demeurant, était partie, on tournait la page et on passait à autre chose. Voilà. Un tout petit point aussi, il se trouve qu'à Moulins était né un des plus grands personnages de la résistance qui malheureusement pour